Alors, on va continuer avec l'excellente présentation présentée par vos camarades pour l'analyse par arbre de défaillance. C'est l'acronyme de AAD et comme ça a été déjà dit, la méthode, c'est une méthode déductive, c'est-à-dire qu'on va partir de l'effet et on va arriver jusqu'aux causes élémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire élémentaire? Je vais vous expliquer ça par la suite. Élémentaire pour une entreprise peut être non élémentaire pour une autre entreprise. L'objectif de l'analyse par arbre de défaillance, c'est de déterminer des combinaisons de défaillance élémentaire ou encore des scénarios qui peuvent aboutir au non-fonctionnement. Donc, c'est une détermination de combinaisons de scénarios qui vont aboutir à un événement non souhaité, appelé aussi événement redouté ou événement non désirable. Donc, ou bien événement non désirable, ou bien événement redouté, ou bien événement indésirable. Donc, on adopte généralement événement redouté et c'est la défaillance qu'on cherche à éviter. Cet événement redouté peut être déterminé par exemple par l'AMDEC. Un des modes de défaillance sélectionnés par l'AMDEC avec une criticité importante peut être analysé davantage par l'analyse par arbre de défaillance. Ça peut être déterminé par l'Ishikawa, ça peut être déterminé par une observation. L'essentiel, on va sélectionner un événement redouté qu'on cherche à éviter. Et comment on va éviter cet événement redouté? En définissant toutes les combinaisons possibles qui peuvent aboutir à cet événement-là, à travers une démarche d'analyse d'événements jusqu'aux événements élémentaires. Qu'est-ce qu'un événement élémentaire? Je vais vous citer un exemple du moteur. Imaginez que je suis une entreprise qui achète des moteurs et qui remplace les moteurs une fois défaillants. Donc, pour moi, un moteur, défaillance moteur, c'est une défaillance élémentaire. C'est un événement élémentaire. Moteur barre, c'est-à-dire un moteur qui ne fonctionne plus, pour moi, c'est élémentaire. Pour une autre entreprise qui fabrique ou qui répare les moteurs, lorsqu'ils ont un moteur défaillant, ils vont analyser pourquoi ce moteur est défaillant parce qu'ils peuvent le réparer ou ils peuvent même le construire ou le fabriquer. Donc, pour une entreprise qui fabrique des moteurs ou qui répare des moteurs, ce n'est pas un événement élémentaire. Donc, on doit définir qu'est-ce qui est élémentaire pour notre étude propre à nous. C'est clair? Pour l'arbre de défaillance maintenant, nous allons partir d'un événement au sommet qui est l'événement redouté. Nous allons définir une arborescence en utilisant, l'expression a été citée à la fin de la présentation de vos camarades, en utilisant le symbolisme de l'algèbre de Boole, sont les portes logiques. Ce que vous avez vu dans le module, je pense, système logique. Donc, nous allons utiliser les portes logiques de l'algèbre de Boole pour définir une arborescence. Et par la suite, ça a été cité aussi à la fin de l'exposé sans expliquer qu'est-ce que ça veut dire évaluation de la probabilité. À partir de l'arbre de défaillance, nous avons une méthode pour estimer la probabilité d'occurrence de l'événement redouté. Et je vais vous montrer un exemple très simple pour le calcul de cette probabilité de défaillance. Là, on va revenir à la fiabilité, mais pour le moment, on va considérer la probabilité de défaillance. Maintenant, on va commencer l'élaboration proprement dit de la méthode. La première méthode de l'élaboration, en fait, c'était ce qui a été présenté, qui a présenté le premier exemple, là, pour la première arbre de défaillance? Hicham. Ce que Hicham a présenté avec les scénarios oui, non, on cherche les noms. On cherche les combinaisons qui vont aboutir à un non-fonctionnement de l'événement redouté. Donc, la préparation, ce que Hicham a présenté au début, c'est une étape de préparation de l'arbre de défaillance qui va être traduite par la suite par les symboles de l'algèbre de Boole. C'est une étape très importante qui nécessite une expertise assez importante et un investissement très, très important. D'accord? Donc, on va... merci Hicham pour l'exemple, je te remercie encore une fois, c'est très pertinent et je vais vous poser une question sur cette porte logique-là. Comment vous appelez cette porte logique? Et ou bien O? C'est une porte et ou O? Et, madame. Pourquoi c'est une porte et? En Parce série. que en série. En série, d'accord, mais comment vous avez défini ce et? Si on veut écrire l'équation, ce sera S égale A fois B, oui ou non? Oui.
Et dans ce cas, S est égal à 1. Lorsqu'on avait le cours du système logique, on avait une lampe allumée. Donc, on cherche à avoir le bon fonctionnement. Oui ou non? Donc, pour Oui. avoir le 1, je dois avoir A en bon fonctionnement et B en bon fonctionnement. Ici, on cherche quoi? On cherche un événement redouté non souhaité. Donc, on cherche le nom. Donc, pour avoir un S bar, un nom, qu'est-ce qu'on doit avoir? Le A non fonctionnel ou le B non Ou fonctionnel. B non fonctionnel. Donc, pour la défaillance, c'est une porte ou. Et si on veut analyser ça, on va dire que S égale à 0 si A est égal à 0 ou B est égal à 0. Et si on va avoir l'équation que nous avons eue dans le cours du système logique, ça sera S égale à A fois B. Si on met le bar sur toute l'équation, on va avoir S bar égale à A bar plus B bar et ce sera une porte ou parce qu'on cherche la défaillance et on ne cherche pas le bon fonctionnement pour la maintenance. Et par la suite, on aura toutes les conséquences de la table de vérité, etc. pour une porte ou lorsqu'on a des équipements en série. Et il suffit d'avoir un de ces deux équipements défaillants pour avoir un système défaillant. De même, si on va voir la porte et comment on va interpréter ça, on va avoir un système défaillant, S, si A est défaillant et B est défaillant. C'est pour ça que le parallèle, c'est une porte et lorsqu'on cherche une défaillance, de même pour les conséquences de la table de vérité. Donc, c'est la même chose, sauf que le point de vue change. On cherche le non et on ne cherche pas le oui, comme nous avons eu l'habitude dans nos cours du système logique. D'accord? C'est clair D'accord. pourquoi ça c'est une porte et ça c'est une porte ou, hein? Oui, c'est Oui? clair. D'accord, merci Hichem. Donc, ici, vous avez quelques symboles utilisés pour la représentation des arbres de défense. Il y en a d'autres, mais ce sont les symboles les plus utilisés. Lorsqu'on a un événement de sommet ou un événement intermédiaire, on va mettre cet événement dans un rectangle. Losange pour dire que l'événement qu'on est en train de traiter ou de citer est non élémentaire et les causes ne seront pas cherchées. Par exemple, l'exemple du moteur que je vous ai cité tout à l'heure. Et je suis une entreprise qui ne va pas chercher pourquoi ce moteur est défaillant. Ce n'est pas logique de considérer qu'un moteur défaillant est un événement élémentaire. C'est pas élémentaire, mais c'est élémentaire pour moi. Selon les symboles de l'arbre de défaillance, pour dire que cette défaillance est élémentaire pour moi et non pas dans le cas général, je vais mettre cet événement dans un losange. D'accord? Si l'événement est élémentaire dans tous les cas, je vais mettre cet événement dans un cercle. Par exemple, une lampe grillée. Elle est grillée, elle est grillée. Donc, je vais considérer que c'est un événement élémentaire. Usure due à une utilisation sur une période importante. C'est logique pour une pièce utilisée longtemps de avoir une défaillance liée à l'usure. Donc, c'est normal aussi. D'accord? Donc, rendre des événements qui ne sont pas élémentaires, qui ne vont pas être interprétés, et des événements qui sont élémentaires, où j'ai des événements intermédiaires. Maintenant, j'ai ici un double losange. Pour dire quoi? Pour représenter un événement non élémentaire dont le développement va être fait ultérieurement. À faire ultérieurement. C'est-à-dire quoi? Par exemple, pour vous, qui m'a vous faites le graphe 7? Lorsque vous n'avez plus d'espace pour continuer le graphe 7, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez la fin de cette partie du graphe 7 grand A, par exemple, vous revenez à la page, vous écrivez grand A pour symboliser que vous êtes en train de continuer la partie A. De même, pour l'arbre de défaillance, vous mettez l'événement dans un double losange pour dire que cet événement va être interprété par la suite. D'accord? Pour les triangles, je vais revenir à ça à la fin du cours. Je vais vous citer un exemple très, très simple ici. Quand est-ce qu'on a un événement redouté de obscurité? C'est lorsque j'ai une lampe non alimentée en électricité ou bien lorsque la lampe est hors service, grillée par exemple. Donc, il suffit d'avoir l'un de ces deux événements pour avoir l'événement redouté qui est dans ce cas l'obscurité. Et est-ce que je peux analyser davantage ici? Est-ce que je peux continuer l'analyse? Qui peut me répondre?
Non, Est-ce madame. que Non, pourquoi? Parce que j'ai un événement non élémentaire qui ne m'intéresse pas, il n'y a pas d'alimentation parce que la stègue a un problème. Ça ne m'intéresse en rien. Ce n'est pas élémentaire, mais pour moi, c'est élémentaire. Donc, c'est dans un losange. Et ici, j'ai un cercle, un événement élémentaire. Donc, pour l'arbre de défaillance, on ne peut s'arrêter que lorsque nous avons ou bien un losange ou bien un cercle. Si on veut s'arrêter, on doit forcément mettre l'événement ou bien dans un losange ou bien dans un cercle. Si nous avons mis un événement dans un rectangle, on est obligé de continuer l'analyse. Si on met cet événement dans un double losange, on est obligé d'analyser cet événement, mais pas dans la même arbre, mais dans une autre partie de l'arbre. Il y a d'autres symboles. Il y a par exemple une maison. C'est pour les événements naturels. Un séisme, par exemple, c'est un événement naturel qui n'est ni élémentaire ni non élémentaire. C'est un événement naturel, on le met dans une maison. Et ça peut être interprété ou pas. L'essentiel, c'est de signaler que c'est un événement naturel. Ici, on ne va pas considérer le naturel, mais c'est bien de le savoir. D'accord? Pour illustrer cette méthode, on va considérer cet exemple très simple. On va considérer que nous avons un réservoir rempli d'eau et un utilisateur alimenté à partir de 2 lignes d'alimentation. Chaque ligne est composée par une pompe et une vanne. La première ligne P1V1, la deuxième ligne P2V2 pour dire que les caractéristiques des deux pompes et les caractéristiques des deux vannes sont différentes. Ça peut être par exemple une ligne principale d'alimentation de dimension importante et une ligne d'appoint de dimension moins importante. D'accord? Un réservoir, un utilisateur à approvisionner et 2 lignes. Chaque ligne est composée par 2 éléments, une pompe et une vanne. Les 2 lignes ont des dimensions différentes. On va supposer que ces 2 lignes sont de dimensions différentes. L'événement redouté à éviter, c'est utilisateur non alimenté en eau. Un utilisateur non servi. Quand est-ce que l'utilisateur est non servi? Qui peut me répondre? Quand est-ce que l'utilisateur est non servi? Quand est-ce que l'utilisateur est non servi? أعطيني une réponse. أي réponse؟ في حول غاد. C'est uniquement connecté? Je vais continuer l'explication en considérant que vous n'êtes plus là. Alors, quand est-ce que l'utilisateur est non alimenté? Surtout, il ne faut pas dire que l'utilisateur est non servi lorsque le réservoir est vide. Parce que pour l'arbre de défaillance, on suppose, on doit analyser l'équipement le plus proche à l'événement redouté. Dans notre cas, on doit commencer obligatoirement par la vanne. Et on va considérer que l'utilisateur est non servi tout simplement lorsqu'il n'y a pas d'eau au point A et il n'y a pas d'eau au point B. Parce qu'il suffit d'avoir l'eau ou bien au point A ou bien au point B pour que l'utilisateur soit alimenté. Donc, cet utilisateur, l'événement redouté a lieu si il n'y a pas d'eau au point A et il n'y a pas d'eau au point B. Le point A, c'est l'aval de la vanne 1 et le point B, c'est l'aval de la vanne 2. Donc, si on veut représenter ça par les symboles de l'arbre de défaillance, on va avoir ça. On va commencer l'arbre par l'événement redouté, utilisateur non servi, et il est non servi lorsque le débit est nul en aval de V1 et le débit est nul en aval de V2. ER, c'est l'événement redouté principal, l'événement non souhaité ou indésirable. Ça, c'est la porte logique. Et parce que nous devons avoir ces 2 événements pour que l'utilisateur ne soit pas servi. Et ça s'appelle le premier niveau, si on appelle ça le niveau 0, c'est le premier niveau des événements intermédiaires. Ça s'appelle 2 événements intermédiaires et on les a mis dans des rectangles parce qu'on va continuer l'analyse. On va commencer par exemple par analyser cet événement-là et puis on va revenir au deuxième événement de la ligne 2. Pourquoi le débit est nul en aval de V1? Il y a 2 scénarios en fait. Ou bien il y a de l'eau en amont de V1. Si oui, il y a un scénario, sinon il y a un autre scénario. Donc, on va avoir les 2 scénarios. Donc,
Pourquoi il n'y a pas d'eau en aval de V1? S'il y a de l'eau au point C en amont de V1 et il n'y a pas d'eau en aval, c'est-à-dire que la vanne 1 bloque le circuit, ne laisse pas passer l'eau. Et là, c'est le premier événement, V1 bloque le circuit. S'il y a de l'eau ici, plutôt s'il y a de l'eau au point C, on dit que V1 bloque le circuit. S'il n'y a pas de l'eau ici, on va supposer que la vanne 1 est en bon état, le deuxième scénario, mais c'est la défaillance, c'est la manque de l'eau. Donc, si on a de l'eau au point C, on va supposer que la vanne 1 bloque le circuit. S'il n'y a pas d'eau, on va supposer que la vanne 1 est en bon fonctionnement. Et nous avons le débit nul en amont de V1 si ou bien la vanne 1 bloque le circuit, on va chercher pourquoi, c'est pour ça qu'on a mis cet événement dans un rectangle, ou bien le débit en amont de V1 est nul. Et ce débit au point C, on peut l'appeler ou bien l'amont de V1 ou bien l'aval de V1, c'est la même chose. Et on peut appeler ça le troisième niveau de l'arbre de défaillance. Et ces deux événements sont deux événements intermédiaires. Et là, on ne peut pas s'arrêter aussi parce que nous avons encore trois événements à interpréter puisque ces états-là, ils sont dans des rectangles. On va continuer l'analyse donc avec cet événement-là. Pourquoi V1? Quelles sont les possibilités qui peuvent aboutir à la situation, à l'événement V1 bloque le circuit? On peut avoir deux choses. Ou bien la vanne 1 est bloquée, c'est-à-dire coincée, fermée, ou elle est en panne, V1 bar, c'est suffisant aussi, ou bien la vanne n'a pas été ouverte. L'opérateur, oui. Le fluide ما ينجمش يكون possibilité. C'est une très, très bonne question. Merci, Hicham. C'est une très, très bonne question. Pour cet exemple, on va supposer qu'on a des conduites dans un état parfait. Sinon, on doit obligatoirement considérer ça. On peut continuer. C'est une très, très bonne question. Merci, Hichem. Ça montre que tu as bien compris la méthode. Donc, on peut, dans des situations pareilles, on peut considérer que nous avons des conduites dans un état parfait et par la suite ajouter des parties pour les conduites puisque ça se répète dans plusieurs parties. D'accord? Pour simplifier l'étude, ici, nous avons supposé que les conduites sont dans un état de bon fonctionnement. Merci pour la question. Très bien. D'accord, merci. Donc, sinon, on doit considérer les fuites chaque fois où une troisième possibilité pour tous les scénarios. D'accord? Et desquels on n'a pas supposé le bon état de fonctionnement, le bon état des conduites, on doit considérer le scénario de fuite c'est un peu compliqué. Un débit qui dépasse un certain seuil. Il y a quand même une quantité qui va arriver à l'utilisateur s'il y a une fuite. D'accord? On continue donc avec l'hypothèse de conduite en bon fonctionnement. La vanne 1 bloque le circuit, c'est ou bien parce qu'elle est défaillante, V1 bar, V1 coincé fermé ou bloqué fermé, ou bien parce que la vanne n'a pas été mise en service. L'opérateur, puisqu'il s'agit ici d'une vanne manuelle, c'est pas d'un électrovanne, l'opérateur n'a pas ouvert la vanne. Et dans ce cas, nous avons supposé que V1 bar, c'est un événement élémentaire, donc on va juste remplacer cette vanne-là si on veut corriger la situation. Et l'opérateur défaillant, on peut pas supposer que c'est un événement élémentaire, mais c'est au service de ressources humaines d'analyser cette situation-là. Donc, pour moi, c'est élémentaire et pour ça, nous avons mis l'événement dans un losange. Et là, on doit s'arrêter puisqu'on a considéré que les deux événements qui vont aboutir au blocage du circuit à cause de V1 sont élémentaires pour mon analyse. Donc, on va s'arrêter là pour cet événement de V1 bloquant le circuit. On passe au débit nul en aval de P1 ou en amont de P1. Pourquoi le débit au point C ici, il est nul? Il y a presque le même scénario avec un changement de l'équipement. C'est ou bien à cause de la pompe
ou bien parce qu'il n'y a pas d'eau en amont de P1. Donc, on peut, juste explication de ce que j'étais en train de dire pour l'opérateur et l'électrovanne et la vanne manuelle ici. Et on continue avec cet événement-là. Donc, ou bien c'est la pompe qui bloque le circuit, la pompe qui est en panne, qui ne fonctionne pas, ou bien on n'a pas d'eau au point B, et là, je peux parler de réservoir. On n'a pas d'eau dans le réservoir parce qu'on a justement supposé que les conduites sont en bon état. Donc, ici, pourquoi il n'y a pas d'eau en amont de P1? Voilà. Pourquoi on n'a pas d'eau en aval de P1? Ou bien parce qu'on n'a pas d'eau en amont de P1, ou bien parce que P1 est en panne ou ne fonctionne pas dans le cas général. D'accord? Pour cet événement de réservoir vide où on n'a pas d'eau en amont de P1, parce que l'exemple est déjà prêt, j'aurais considéré que cet événement n'est pas élémentaire. Réservoir vide, je peux analyser au moins de deux manières. C'est ou bien parce que le réservoir n'a pas été rempli, donc je peux reprendre l'événement opérateur défaillant, ou bien il a été rempli, mais il est fissuré. Donc, je peux analyser davantage, mais pour celui qui a proposé l'analyse ici, il a supposé que réservoir vide, pour lui, c'est un événement élémentaire et il s'est arrêté là. Donc, pour nous, réservoir vide, c'est un événement élémentaire pour ce niveau de l'étude. Pour P1 non fonctionnel, est-ce que c'est élémentaire? Non, parce que c'est mis dans un double losange et c'est parce que je n'ai plus d'espace pour analyser ici et je vais faire ça dans la diapositive suivante. Donc, je vais reprendre la même chose ici, P1 en panne dans un rectangle comme événement intermédiaire et je vais analyser les possibilités ou les scénarios qui peuvent aboutir à l'événement P1 en panne. Ça peut être parce qu'il n'y a pas de rotation, c'est une panne technique et je vais supposer que c'est élémentaire. Ça peut être une défaillance secondaire liée par exemple à une défaillance de l'axe de rotation. C'est l'axe lié à la pompe est cassé, voilà, et défaillant, donc la pompe ne peut plus fonctionner et je vais appeler ça défaillance secondaire et je ne vais pas analyser cette défaillance-là, donc je vais la mettre dans un losange, ou bien il n'y a pas d'alimentation en électricité et je vais supposer que c'est élémentaire pour cette analyse-là. Et là, on va s'arrêter parce que nous avons ou bien des événements élémentaires ou bien des événements qui ne vont pas être analysés pour notre cas. Et vous remarquez ici que j'utilise souvent je peux dire et celui qui a proposé l'exercice a proposé ça parce que l'analyse diffère mon analyse à moi de cet exercice, c'est différent de l'analyse de Hichem, c'est différent de l'analyse de Haim. Donc, ça dépend de celui qui va appliquer cette analyse-là et ça dépend de la réflexion du groupe qui s'est proposé pour élaborer cet arbre de défaillance-là. On va se limiter à l'exemple qui est devant nous. Donc là, nous avons des événements élémentaires pour la vanne et l'opérateur et là, nous avons des événements élémentaires pour la rotation de la pompe, pour la défaillance secondaire et pour la perte de la source d'énergie ou l'alimentation en énergie. Je vais poser la question, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Pour défaillance secondaire, est-ce que ça sera correct de la mettre dans un cercle? En fait, c'est faux de mettre cet événement dans un cercle parce que ce n'est pas élémentaire. Défaillance secondaire, implicitement, il y a déjà une autre défaillance qui a eu lieu. Donc, ça doit être analysé ou bien par le responsable, par le tuteur, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, par le tuteur de cette analyse ou bien par un autre tuteur. Pour nous, dans ce cas, ça va être analysé par une autre personne, mais ça ne doit pas être dans un cercle. Donc, il n'y a pas un seul arbre de défaillance correct, mais on peut détecter s'il y a une faute dans l'élaboration de cet arbre-là. Donc, défaillance secondaire ne peut pas être dans un cercle parce que c'est pas élémentaire. De même pour opérateur défaillant. Ce n'est pas logique qu'un opérateur chargé d'ouvrir une vanne et il n'ouvre pas cette vanne-là. Donc, il faut chercher pourquoi. Est-ce qu'il est en grève? Est-ce qu'il est absent? Est-ce qu'il a oublié? Etc. D'accord? Donc là, pour cette partie, en relation avec la première ligne, vanne 1 et pompe 1,
on a fini l'analyse puisque nous n'avons que des événements élémentaires. Pour la deuxième ligne, on va reprendre la même chose, sauf que nous allons considérer une autre pente et une autre vanne. Mais la structure de l'arbre sera la même. Et dans ce cas, on va utiliser ces deux symboles-là. Voilà, je reviens. Ces deux symboles-là, triangle, pour copier une partie et la coller dans une autre partie de l'arbre de défaillance. Il y a deux méthodes de copie. Je peux copier et coller le triangle dans un même sens. Je peux copier et coller le triangle dans un sens inverse. La différence, c'est par rapport aux équipements ou aux intervenants dans cette partie analysée. Donc ici, nous avons dit que nous avons deux lignes différentes en dimension. Donc nous avons deux lignes dites similaires et non pas identiques. C'est-à-dire, j'ai la même structure, mais avec des caractéristiques différentes. Et dans ce cas, on va copier cette partie et coller un triangle inversé parce que les deux lignes ne sont pas identiques. Si nous avions ici P1, P1, V1, V1, nous aurons collé le triangle dans un même sens pour dire que les deux parties que nous avons analysées sont identiques. Par exemple, si on va analyser les défaillances de deux moteurs identiques avec la même référence, je vais copier toute l'analyse et coller tout cet arbre de défaillance dans le même sens. Si je vais analyser deux moteurs différents, les compositions, deux moteurs similaires, c'est-à-dire avec la même technologie, mais avec des dimensions différentes, je vais copier tout ce qui se trouve au-dessous de ce triangle-là et le coller dans un sens inverse parce que les équipements sont similaires et non pas identiques. Donc, il y a une différence au moins de dimension entre les équipements analysés. Donc, nous n'avons pas à reprendre toute l'arbre de défaillance si on a la même partie. Comment on peut utiliser cette partie de copier-coller aussi? Ici, vous remarquez que j'ai écrit un 1. 1 pour dire que c'est une première copie que j'ai effectuée. Imaginez que vous avez ici analysé pourquoi le réservoir est vide. Comme l'exemple que je vous ai proposé, par exemple, le réservoir est vide parce qu'il est fissuré ou bien parce que l'opérateur défaillant. Et ici, je vais analyser pourquoi l'opérateur est défaillant et je vais faire une copie de cette partie-là et la coller pour l'opérateur défaillant du réservoir. S'il s'agit du même opérateur, je vais copier, coller les deux triangles dans un même sens. Si ce sont deux opérateurs différents, je vais copier le triangle et le coller dans un sens inverse. Et puisqu'ici j'ai mis un 1, et ça, c'est une copie différente de ce que j'ai copié ici. Je vais mettre un triangle ici et lui donner le nom 2 ou le numéro 2 pour le coller ici avec le même numéro 2 dans le sens inverse. Il s'agit d'un utilisateur différent, d'un opérateur différent. Et comme ça, nous avons fini l'arbre de défaillance avec toutes les analyses et avec des événements ou bien élémentaires ou bien des événements non élémentaires qui ne vont pas être utilisés dans des losanges ici. Et ici, le double losange a été analysé pour la partie ou pour l'événement P1 en panne. Passons à une toute petite partie sur le calcul de probabilité. On va calculer la probabilité pour que l'utilisateur ne soit pas servi ou ne soit pas alimenté en eau à partir des réservoirs. Pour pouvoir calculer cette probabilité, je vais vous proposer un exemple plus simple. On va considérer un événement ici qui peut avoir lieu si 3 événements ont eu lieu simultanément, puisqu'on a ici une porte et. Donc, cet événement redouté ici a lieu si l'événement 1, 2 et 3 ont lieu. Pour l'événement 1 ici, il a lieu si l'un de ces deux événements ont lieu. Et là, nous avons des données supplémentaires sur des lambda i. Lambda, c'est la probabilité de défaillance. On va avoir les détails de calcul de lambda dans le chapitre d'analyse de la fiabilité des équipements.
pour le moment, vous retenez que lambda, c'est une probabilité de défaillance qui est généralement mesurée en proportion, en valeur entre 0 et 1, et c'est 10 puissance moins 3, moins 7, moins 10. Vous allez voir quelques méthodes de calcul de ces probabilités de défaillance. Ici, nous allons considérer que nous avons les données suivantes. Nous avons les données des probabilités de défaillance de tous les événements élémentaires de Montalernès. Si je reviens ici, on suppose que nous avons les probabilités de défaillance des événements de la ligne la plus basse de l'arbre de défaillance, de la dernière ligne des événements qu'on a considérés élémentaires dans des cercles ou dans des losanges. Donc, on suppose que nous avons les lambda I de tous les événements du dernier niveau de l'arbre de défaillance. Donc, on suppose que nous avons ici lambda réservoir vide, lambda opérateur défaillant, lambda V1 bar, lambda perte d'énergie, défaillance secondaire, P1 bar, et c'est tout. Donc, nous avons ces probabilités de défaillance. Et nous allons commencer le calcul à partir de la première porte logique en commençant du bas de l'arbre de défaillance. Donc ici, le premier calcul à faire, c'est de calculer cette valeur de lambda 1, 2. Et puisqu'il s'agit d'une porte où on va sommer, c'est lambda I. Donc lambda 1, 2 égale à lambda 1 plus lambda 2. Et puis, on va passer à la porte logique suivante qui est cette porte et on va calculer lambda équivalente qui est égale à lambda 1, 2 fois lambda 3 fois lambda 4. Donc, si on a une porte logique et on va multiplier les lambda I. Si on a une porte logique O, on va sommer les lambda I et on commence à partir du niveau le plus bas de l'arbre de défaillance. Dans ce cas, nous avons deux portes logiques. On commence par la porte logique la plus proche de la fin de la courbe, de la fin de l'arbre de défaillance, et on va commencer par calculer lambda 1, 2 en sommant lambda 1 plus lambda 2 puisqu'il s'agit d'une porte O, puis lambda 1, 2 fois lambda 3 fois lambda 4 pour calculer lambda équivalente ici. Vous avez les détails de calcul dans la diapositive suivante. Si on revient ici vers l'arbre de défaillance, nous aurons à calculer ici lambda R fois cette lambda de P1 en panne. Comment on va calculer la probabilité pour que la première, pour que la pompe 1 soit en panne? On va revenir ici. Donc ici, on a P1 bar, lambda P1, lambda défaillance secondaire et lambda perte de source d'énergie. On va sommer ces trois lambda puisqu'on a une porte O et on va avoir la valeur de cette probabilité-là. On va ajouter lambda réservoir pour trouver la probabilité de l'événement débit nul en aval de P1. On va faire de même pour cet événement de V1 bloc le circuit en sommant lambda V1 et lambda opérateur défaillant puisqu'on a une porte logique O et on a ici deux événements élémentaires pour moi. Et pour calculer la probabilité pour que le débit soit nul en aval de V1, on va sommer ces deux probabilités de défaillance ici. Pour la probabilité de défaillance de l'événement redouté utilisateur non servi, on va multiplier la probabilité de débit nul en aval de V1 et recalculer la valeur du débit nul en aval de V2 en considérant bien évidemment les nouvelles valeurs relatives à la deuxième ligne et on va multiplier les deux valeurs de probabilité pour trouver la probabilité de l'événement utilisateur non servi. Une remarque ici, puisque nous avons fait une copie et puis collé toute cette partie de l'arbre de défaillance. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déterminer une équation de la probabilité de défaillance. Donc, déterminer l'équation de probabilité de défaillance. Et puis, puisqu'on a la même structure de cette partie de l'arbre, on va reprendre la même équation. On n'a pas à recalculer la probabilité du débit nul en aval de V2. On va reprendre la même équation et remplacer les valeurs de
lambda P1 et lambda V1 et lambda opérateur différent, si on a un opérateur différent, remplacer ces valeurs-là par les valeurs relatives à la deuxième ligne. Donc, on gagne en termes de temps si on a élaboré une équation pour calculer la probabilité de cet événement-là. Et puisqu'on a un événement similaire avec des composants de caractéristiques différents, des probabilités de défaillance différentes, on va considérer la même équation et remplacer uniquement les valeurs numériques, puis multiplier les deux valeurs numériques. Vous pouvez poser la question comment on peut avoir ces valeurs de lambda i. On va avoir plusieurs méthodes de détermination de la probabilité de défaillance. Parmi ces méthodes-là, le plus utilisé, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le MTBF, c'est le Mean Time Between Failure. Et on inverse cette valeur-là. Donc, lambda peut être considéré de la façon la plus simple, comme mettant dans des conditions bien particulières, on va voir ces conditions en ce moment, c'est de diviser 1 par cette valeur de MTBF pour trouver une approximation de la valeur de lambda i dans des conditions bien déterminées. Sinon, il y a plusieurs lois de probabilité qui peuvent être utilisées dépendamment de plusieurs conditions qu'on va voir dans le chapitre de l'analyse de fiabilité. Donc, voilà, vous avez ici un résumé de la méthode qui utilise des symboles et l'algèbre de Boole, qui est la méthode déductive d'arbre de défaillance. Et vous allez trouver dans votre classroom un exercice que vous allez faire en asynchrone et nous allons le corriger peut-être si on aura du temps. Un exercice sur l'arbre de défaillance, on va considérer un réservoir qui est rempli d'eau à partir d'un électrovanne dans ce cas. Donc, ce n'est pas une vanne manuelle, ce sera un électrovanne. Donc, nous aurons pour commander cet électrovanne un système de commande et nous aurons des capteurs pour détecter le niveau d'eau. Donc, le remplissage de ce réservoir avec de l'eau se fait en ouvrant l'électrovanne qui est commandé par un système de commande qu'on va noter SC. Et lorsque l'auteur atteint un certain niveau N1 qui est détecté par un détecteur de niveau qu'on note DN, normalement, dans un cas normal, l'électrovanne va recevoir un ordre du système de commande pour s'arrêter. Si, pour une raison ou une autre, le niveau de l'eau continue à s'élever, parce que normalement l'électrovanne ne s'est pas fermée ou bien parce que elle n'a pas reçu l'ordre de se fermer ou bien elle a reçu l'ordre et n'a pas pu obéir, le niveau de l'eau va continuer à augmenter et va atteindre un deuxième niveau 1,2 et là, un orifice d'évacuation va évacuer la quantité supplémentaire d'eau. Si tout va bien, le niveau d'eau ne va plus augmenter. Sinon, il va continuer à augmenter jusqu'à atteindre un niveau qu'on va noter 1D et qu'on va appeler un niveau de débordement. C'est le débordement du réservoir si le niveau est égal ou supérieur ou égal à 1D. On vous demande de tracer ou effectuer une analyse par arbre de défaillance pour l'événement redouté, débordement du réservoir, en considérant un électrovanne, l'orifice d'évacuation et le système de commande et bien sûr le détecteur du niveau ici. Donc, je vous propose d'élaborer cet arbre de défaillance et la corriger la prochaine fois. Je vous remercie pour votre sérieux et votre engagement pour ceux qui sont là. Pour ceux qui ne sont pas là, ils vont avoir toutes les informations dans les vidéos et dans le support de cours et si vous avez des questions, vous pouvez, comme toujours, les mettre dans le classroom et je vais répondre à ces questions avec plaisir. Je vous remercie encore une fois pour votre présence.